Quatre notes et 2 vers de Verlaine. Ces 4 notes et ces 2 vers qui ont été attendus par des millions de personnes, qui ont été redoutés également par beaucoup d'autres, on le sait aujourd'hui, annonçaient le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie par les Alliés, contre l'Europe d'Hitler. Si ce débarquement a pu avoir lieu, il est dû en grande partie à une incroyable, une extraordinaire, une fantastique opération des services secrets alliés, je devrais presque dire britanniques, et un peu français, vous allez comprendre, une opération incroyable qu'on connaît tous sous le nom d'opération Fortitude ou de plan Fortitude. Alors c'est vrai, quand on parle de Fortitude, tout le monde en gros sait ce que c'est, on dit... En règle générale, c'est une opération des services secrets pour enfumer les Allemands et leur faire croire que le débarquement ne se situera pas à l'endroit où ils l'attendent. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et en creusant un peu pour travailler cette émission, je me suis rendu compte que c'était non seulement pas aussi simple, pas aussi facile que l'on croit, mais c'était surtout une incroyable, une invraisemblable histoire que j'avais très envie de vous faire partager aujourd'hui sur Hérodote.net, l'opération Fortitude. Alors rapidement, un état des forces en présence. Au printemps 1944, après 5 années de guerre, Hitler avait encore 10 millions d'hommes sous les armes, plus que les Américains, les Britanniques et les Canadiens réunis. Et malgré les raids aériens des Alliés, le manque de main-d'œuvre et de matériel en Allemagne, les usines du Reich avaient produit en 1943 12 000 chars, presque 10 fois plus qu'en 1940, 22 000 avions, 3 fois plus qu'en 1940, 5 fois plus de pièces d'artillerie et 3 fois plus de munitions. Et surtout, Hitler avait encore ses armes secrètes. Les plus importantes étaient les V1 et les V2 qui commençaient à sortir des chaînes de fabrication en grande quantité. Vous aviez les nouveaux sous-marins qui seraient bientôt en mesure d'échapper aux sonneurs alliés sur les routes de l'Atlantique et les chasseurs à réaction bien plus perfectionnés que les chasseurs alliés. Et si vous vous souvenez de l'émission sur la bataille de l'eau lourde, la course à l'arme nucléaire également encore d'actualité. Laisser à Hitler une année de plus pour produire cette sorte d'appareil, c'était en fait rendre une nouvelle fois la Luftwaffe maîtresse du ciel. Alors côté allié, on a 1,5 million de Marines américains, 1 700 000 soldats britanniques, 150 000 des pays du Commonwealth, 40 000 des pays occupés, soit près de 3,5 millions de soldats. Rapidement, où est-ce qu'on en est ? Le tournant de la guerre, c'est décembre 1941 et l'entrée en guerre des États-Unis. 1942, les Alliés mettent le pied en Afrique du Nord, ils libèrent l'Algérie et le Maroc, et pendant ce temps-là, sur le front de l'Est, les Soviétiques qui résistent toujours à l'avancée allemande. À la veille du 6 juin 1944, les Alliés entrent dans Rome. Ainsi donc, en 1944, l'Allemagne nazie occupe donc, vous le savez, encore une grande partie de l'Europe. Seulement à l'Est, elle doit faire face aux troupes soviétiques, et au Sud, la moitié de l'Italie est déjà libérée. L'idée des Alliés est donc simple, il faut ouvrir un 3e front, à l'Ouest, pour prendre les Allemands à revers. Évidemment, le meilleur point de départ pour les troupes alliées, c'est l'Angleterre. Bien sûr, les Allemands le savent, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, vous le savez, ils sont disposés à se défendre et ils ont disposé tout le long de la façade atlantique une ligne de défense du nord de la Norvège au sud de la France, le fameux mur de l'Atlantique. Alors je ne vais pas entrer dans les détails du mur de l'Atlantique, ça nous emmènerait évidemment trop loin dans l'émission. Sachez quand même qu'Hitler avait expressément demandé que chaque bunker de commandement dispose d'un plafond de 5 mètres d'épaisseur pour résister au bombardement. Ce fameux mur, prétendument infranchissable, vous savez on dit toujours que les murs sont infranchissables dans l'histoire, et finalement ils sont franchis, a été construit en grande partie avec des travailleurs français qui ont été enrôlés de force et qui, une fois terminés, immédiatement ont transmis les plans à la résistance. Un dernier mot, on parle de mur, on devrait en fait parler de chapelet ou de collier de perles. Alors, ouvrir un 3e front, certes, mais où ? La question est valable des deux côtés, pour ceux qui veulent entrer et ceux qui veulent les repousser. Depuis quasiment la nuit des temps, les polders des Flandres, en face des falaises de Douvres, et les petites collines de l'Artois et de la Picardie avaient été des portes ouvertes sur le continent. Et par endroits, vous avez parfois 30 kilomètres seulement qui séparent l'Angleterre des côtes de France. Alors là, vous avez eu Henri V, Philippe le Beau, les comtes de Flandre et les ducs de Bourgogne qui s'étaient battus sur ces terres rendues célèbres par des villages aux Ancides d'eux, un petit village comme Crécy et Azincourt qui ont livré des batailles et qui ont laissé des souvenirs épiques à notre histoire. Von Rundstedt lui-même avait choisi cette région comme un tremplin pour l'opération Lion de mer qui avait été projetée pour envahir l'Angleterre en 1940. Hitler, lui aussi, pensait depuis longtemps que ce serait là que les Alliés débarqueraient.
C'est donc là que le mur de l'Atlantique a été le plus fortifié, donc dans le Pas-de-Calais. On y avait consacré, tenez-vous bien, près de 5 fois plus de béton qu'en Normandie et en Bretagne réunis. Par ailleurs, débarquer des hommes et du matériel, ça supposait un port. De fait, Calais et ses environs étaient le plus approprié, d'autant que les rayons d'action pour les chasseurs alliés étaient aussi un facteur à prendre en compte, et puis Calais, c'est aussi le chemin le plus court pour rallier l'Allemagne. Des deux côtés, on en arrive donc très vite à cette conclusion dès le début 43. Par contre, pour le maréchal Rommel, qui est commandant des défenses côtières en Normandie, sa conviction intime, c'est que c'est là, en Normandie, que le débarquement interviendra. Il couvre donc les plages de millions de mines, de barbelés et de pièges anti-chars au cas où. Vous voyez, ce n'est quand même pas aussi simple qu'on avait dit dès le départ. Je le disais tout à l'heure, donc très tôt pour les Alliés, il est venu à l'esprit qu'il fallait un débarquement. Je disais 42, je devrais presque dire des Dunkerque. En fait, en 41, Roosevelt comprend que le seul moyen de battre les Allemands, c'est de porter la guerre en territoire français. L'opération Overlord, comme elle s'appelle, très vite, va alors prendre de la consistance et se mettre sur pied. Overlord, c'est toute l'opération qui englobe le débarquement. Mais auparavant, il faut tester les défenses ennemies. Et dès à présent, c'est vraiment de stratégie dont je vais vous parler, de jeu d'échecs, vous allez comprendre. En août 42, une opération est montée, c'est l'opération Jubilé. Elle est vitale pour la suite. C'est un mini-débarquement de renseignement. Débarquer à l'aube, détruire des positions importantes, détruire un radar et un aérodrome. Le 18 août en soirée, 250 bâtiments de guerre britanniques se dirigent vers les côtes françaises, vers Dieppe, escortés par 58 escadrilles de chasseurs pour protéger le convoi. À 5 heures du matin, les troupes débarquent, mais malgré l'effet de surprise, l'accueil est présent. Les Alliés vont souffrir très rapidement de pertes extrêmement élevées. À 9h30 du matin, les survivants sont réembarqués vers l'Angleterre, tandis que les chars sont laissés sur place. On peut le dire, l'opération Jubilé, d'un point de vue humain, est une véritable catastrophe. Sur les 6000 soldats au départ, 4500 sont portés disparus. Mais à présent, le mur a été testé. Les Alliés vont établir rapidement de nombreux rapports qui permettent de comprendre pourquoi un tel échec. Ce sont des informations extrêmement importantes pour le commandement qui connaît désormais la réactivité des forces allemandes. Alors certes, me direz-vous, mais à quel prix ? Churchill, au tout début, pensait donc que le débarquement devrait avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Il suivait donc la logique, j'allais dire ancestrale. Mais très vite, cet homme qui, il faut avouer, savait s'entourer de personnes brillantes, qui étaient issues d'univers extrêmement variés, avait écouté ses experts et il avait changé d'avis. 2 commandements vont se suivre pour organiser l'opération Overlord. D'abord le chef d'état-major du commandement suprême des forces alliées, le Cossack, puis le Chief. Initialement, c'est la baie de Seine qui est choisie pour ses larges plages sablonneuses. Le fameux mur est moins présent et les falaises moins nombreuses que dans le Pas-de-Calais ou en Bretagne. D'autre part, c'est suffisamment proche de l'Angleterre, il ne faut pas oublier que si les radars en sont encore à leur balbutiement, à leur début, ils existent quand même et qu'une telle flotte qui va devoir traverser la mer ne passera pas longtemps inaperçue. Alors après beaucoup de tergiversations, c'est donc bien la Normandie qui est choisie, et ça, grâce à l'opération Jubilé et à ses enseignements. Cette stratégie est présentée en août 1943 à la conférence de Québec. Pour réaliser l'opération Overlord en préparation, les généraux alliés vont s'accorder sur la nécessité d'une concentration de troupes en Grande-Bretagne, en prévision d'une invasion de plus grande envergure de la France, opération surnommée Roundup, rassemblement. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que pour arriver à l'opération Fortitude, il faut bien comprendre le pourquoi d'une telle opération invraisemblable, vous allez comprendre. Pour Roundup, dans un premier temps, dans le cadre de la préparation, de l'invasion, les armées alliées doivent s'équiper, se former, s'entraîner pour mener à bien des missions diverses et précises. Les troupes américaines et canadiennes vont profiter des installations militaires sur leur sol, chez eux, mais il faut déjà penser à l'acheminement du matériel et des hommes en Angleterre, qui va être la base de lancement pour l'attaque en Normandie. Et vous avez donc les premiers navires de transport qui quittent le continent nord-américain, qui vont gagner la Grande-Bretagne. Une lutte intense anti-sous-marine commence dans l'Atlantique entre les navires de surface alliés et les sous-marins allemands.
Une fois débarqués en Angleterre, vous voyez quand même la préparation invraisemblable encore, hein. Une fois débarqués en Angleterre, les soldats alliés sont installés à divers endroits du pays. Il faut déjà trouver l'endroit. Vous imaginez 1,5 million de personnes en plus. Tandis que le matériel, les chars, les véhicules de transport, les canons, etc. sont stockés dans des bases tenues soigneusement secrètes. Le travail des avions de reconnaissance est considérable. Les photographies prises par ces derniers vont apporter des renseignements importants aux stratèges anglo-américains qui organisent en conséquence les entraînements des forces alliées. Vous avez de nombreux pilotes d'avions parachuteurs et des planeurs qui sont formés. Très souvent des exercices amphibies sont organisés et des parachutages par tous les temps sont effectués au-dessus de l'Angleterre. Les troupes alliées sont alors entraînées quasi quotidiennement, sans arrêt, et malgré tout, le moral reste au beau fixe. Les bâtiments de guerre et de transport sont de plus en plus nombreux dans les ports britanniques et les raids aériens augmentent en intensité sur les côtes du nord-ouest de la France. En effet, le rivage français situé entre la Pallice au sud et Dunkerque au nord est constamment bombardé à partir de janvier 1944 et la fréquence des raids va augmenter considérablement à partir de mai 1944. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre la logique. Et pour mener à bien ce fantastique projet, Churchill va nommer Lord Mountbatten, encore jeune, comme coordinateur. C'est à lui que revient la tâche de veiller à l'ensemble de la logistique. Il n'a pas dû dormir beaucoup. Imaginez, pas de port qu'à cela ne tienne. On va en construire, disent les Anglais. Naît alors l'idée des ports flottants. Mais comment ferons-nous pour ravitailler nos chars? On ne va pas prendre le risque de faire venir des tankers. Qu'à cela ne tienne, un pipeline va être mis en chantier entre l'Angleterre et la Normandie et 5000 navires vont être préparés pour cette extraordinaire aventure. Ce gigantesque rassemblement de troupes, de véhicules et de navires en Angleterre, vous pensez bien, ne passe pas inaperçu et les Alliés le savent. Les Allemands comprennent rapidement qu'une vaste opération amphibie est en préparation. Ils décident alors d'augmenter les effectifs des agents de renseignement positionnés en Angleterre, mais les Alliés s'attendaient à ça. La vraie problématique finalement, on l'a vu, n'est pas technique. Le génie humain, on le voit, est capable de tout quand il en a besoin. Non, c'est surtout ailleurs, à savoir la réaction adverse. Les services de renseignement avaient envisagé l'assaut selon 4 phases. Et là, on rentre dans le détail, c'est vital. La première partie, la plus facile si j'ose dire, aurait lieu le matin même du jour J, quand les 6 divisions d'infanterie et les 2 divisions aéroportées alliées se heurteraient à 4 divisions allemandes de défense côtière sous-équipées et statiques. Le soir du jour J, quand la deuxième phase commencerait, les Allemands enverraient des blindés en renfort, mais cela viendrait de la 7e armée, la plus faible des deux, opposée aux troupes alliées. La troisième phase, qui aurait lieu au cours des 48 heures suivantes, serait une contre-attaque allemande dirigée contre la tête de pont. On pouvait alors espérer que les Alliés la repousseraient avec leurs forces déjà débarquées parce que, comme les gens du renseignement l'avaient prédit, les menaces qui pesaient sur les autres zones de débarquement possibles retiendraient les blindés de la 15e armée, la meilleure qu'Hitler possédât. 60 heures après le débarquement, le soir du jour J+2, les Allemands constateraient que ces attaques étaient en train d'échouer et comprendraient que ce qui se passait réellement en Normandie, c'était vraiment le débarquement, le vrai. C'est alors qu'ils prendraient la décision de renforcer massivement le front normand et qu'ils amèneraient leurs blindés de Calais jusqu'au Cotentin. Ainsi commencerait la 4e phase, le moment crucial des combats. Les Alliés, il faut le savoir, n'ont en effet à leur disposition que, ce qui est déjà énorme, 30 divisions. Mais face à eux, c'est également le même nombre, uniquement pour le littoral. Alors les divisions de Panzer en plus, imaginez les dégâts. Comment faire pour que ces divisions restent dans le Pas-de-Calais? Il faut donc feinter, créer une sorte de brouillard, et pour utiliser le jargon du renseignement, enfumer l'adversaire. Alors les feintes stratégiques dans ces cas-là sont de 2 sortes. La plus simple est celle que j'appellerais la feinte ambiguë. Elle consiste à plonger l'ennemi dans un brouillard de fausses nouvelles en multipliant les choix qu'il doit faire. À la fin, vous devez le contraindre finalement à l'inaction, le paralyser dans l'incertitude où il est de ce que vous allez faire. La seconde est plus subtile. Dans ce cas, il faut lui tendre la main pour qu'il échappe à cette ambiguïté. En fait, au lieu de le laisser se perdre dans la confusion, vous devez le conduire à prendre une décision donnée, lui montrer la main. Dans la mesure où, bien entendu, c'est pas pour vous le mauvais chemin, il faut qu'il prenne la décision qui soit pour lui, bien sûr, enfin pour vous, la plus mauvaise. C'est finalement l'ensemble de ces 2 stratégies que vont employer les Alliés, un plan diabolique sous le nom de code Fortitude, qui veut dire courage en anglais. Et Fortitude, comme toute grande idée, était d'une simplicité trompeuse. Les Alliés allaient faire croire aux Allemands qu'ils ne lanceraient pas une attaque contre la forteresse Europe d'Hitler, mais 2.
La première et la moins importante, le plus petit débarquement si vous voulez, aurait lieu en Normandie, son but étant d'amener en Normandie, dans la péninsule du Cotentin, les panzers de la 15e armée. En gros, les envoyer de Calais à la Normandie. Une fois qu'Hitler y aurait envoyé ses divisions d'élite pour liquider la tête de pont alliée, en fait la deuxième vague, la vraie attaque celle-là, aurait lieu dans le détroit du Pas-de-Calais. Alors la London Controlling Section, la LCS, devait amener Hitler et ses généraux à croire au mensonge de Fortitude, qui en fait immobiliserait les meilleures troupes allemandes dans le Pas-de-Calais avec les canons muets, etc. Et leurs troupes intactes, qui attendraient une invasion qui finalement n'aurait jamais lieu. Pour accréditer ce mensonge, la LCS va devoir commencer par créer une armée fantôme. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre le piège, mais également le risque. Pour simplifier, je recommence. On vous donne, vous êtes les méchants, on vous donne l'emplacement du vrai débarquement, sans dire que c'est le vrai bien sûr, en disant en disant ouvertement que c'est le plus petit des deux, mais que le plus important va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Mais je parie en plus sur le fait que vous ne tomberez pas dans le panneau et que vous laisserez donc vos panzers dans le Pas-de-Calais en vous disant « je ne suis pas tombé de la dernière pluie, j'ai bien compris que le deuxième le plus important sera dans le nord, on va tout laisser dans le nord. Et du coup, j'aurai les mains libres en Normandie. » Voilà le piège. Imaginez quand même le coup de poker incroyable. Parce que si Hitler ne tombe pas dans le piège, mais qui décide de conserver que la première partie du plan, à savoir croire au vrai débarquement en Normandie, eh ben c'est voué à l'échec définitif, la victoire finale, dont dépend tout simplement le sort du monde. Parce qu'en mars 1944, il ne faut pas croire, les Alliés n'avaient sur le territoire du Royaume-Uni que 30 divisions formées principalement, je l'ai dit tout à l'heure, de troupes américaines, anglaises et canadiennes. Ça suffit à peine à mettre sur pied un débarquement, alors deux, il n'en est pas question. Alors malheureusement, vous l'avez compris, que le débarquement réussisse ou non ne dépend pas des Alliés. En tout cas, pas seulement. C'est une des raisons qui le rendent aussi problématique. Ça dépend du fait de savoir si Hitler et ses généraux prendront les décisions qu'il faut et au bon moment. Donc en gros, le moment critique se situera donc entre le 3e et le 7e jour, mais pour Hitler, il va se situer un peu plus tôt, c'est-à-dire le soir du 2e jour. Ni plus tôt ni plus tard, quand il devra prendre lui-même la décision de mettre le paquet et de tout tenter pour chasser les Alliés de Normandie. Avant, il ne sera pas capable de savoir si la Normandie est le principal objectif ou non. S'il attend, bien sûr, ce sera trop tard pour lui, et plus il va attendre, plus ce sera trop tard pour l'Allemagne. Tout se jouera donc cette nuit-là, quand il décidera de s'engager à fond ou pas. Il faut, si vous voulez, qu'il ait le courage de tout laisser tomber, parce que de son côté aussi, il va y avoir ce coup de poker à tenter et à faire. Il faut qu'il ait le courage de tout laisser tomber et de jeter toutes ses forces contre les envahisseurs. Et s'il le fait, là, cette fois, la plus grande partie de ses panzers sera rassemblée en Normandie le 4e jour, et à partir du 5e, les Alliés devront s'attendre à une contre-attaque sanglante. De 8 ou 10 de ces divisions, de 5 divisions d'infanterie mécanique et de 11 divisions qui se trouvent déjà en plus sur le terrain. Vous voyez un peu. Et des mouvements de résistance. Si on utilisait la résistance, je vous entends vous poser la question, mais quid de la résistance? Qui connaît des mouvements de résistance capables d'arrêter 10 Panzer divisions? Ça n'existe pas. Quant à l'aviation, quand bien même elle réussirait à détruire les ponts que doivent emprunter les panzers pour arriver sur le lieu du combat, en fait elle fera que les retarder, mais elle ne va pas les stopper. D'autant plus que le principal obstacle c'est la Somme, et que les Allemands la traverseront de nuit, ils ont des ponts mobiles, tout le monde le sait, ils les ont conçus spécialement pour ça. Il faut savoir aussi que ces panzers sont les meilleures divisions de la Wehrmacht. Vous commencez peut-être déjà à comprendre l'importance vitale de l'opération Fortitude. Seulement c'était là jouer le jeu le plus dangereux, j'allais dire presque le plus dangereux de l'histoire avec un grand H. Fortitude pouvait aussi bien faire gagner la bataille que de la faire perdre aux Alliés. L'intoxication, c'est au mensonge ce que les échecs sont au jeu de dames, vous voyez, c'est un peu plus complexe, c'est un art infiniment plus subtil. Pour vaincre, il faut être cru, autrement, c'est la faillite. La tentative peut tourner au désastre. Alors oui, je fais exprès, je retarde un peu l'échéance, vous voyez. Parce que si le mensonge est percé à jour, je le disais tout à l'heure, il indique nécessairement aux Allemands où est la vérité. C'est un coup de poker absolu. C'est un jeu de poker menteur. Et de fait, ça enverrait le meilleur des troupes en Normandie, et ce serait un massacre, un désastre. Mettre sur pied une telle opération représentait donc pour les services secrets un travail long et difficile.
Il était hors de question, en plus, de faire cadeau à l'ennemi de fausses informations qui seraient envoyées, enveloppées dans un ruban, vous voyez ce que je veux dire. Des renseignements trop facilement obtenus, bien sûr, on ne les prend pas en compte, sont très vite écartés. Les Allemands devaient mettre longtemps à les recevoir, les arracher bribe par bribe à l'adversaire, laborieusement, et se persuaderaient eux-mêmes de l'authenticité, à l'issue d'un effort gigantesque. Évidemment, plus c'est difficile, plus c'est gratifiant. Il était donc important de prendre les Allemands dans une véritable toile d'araignée, dont chaque fil serait un mensonge, et employer pour ça des moyens fort divers et subtils. Ça allait des fausses confidences sur l'oreiller d'un diplomate qui serait compromis à l'utilisation même d'agents doubles, dans lesquels l'Abwehr, le fameux service de renseignement de l'armée allemande, avait entièrement confiance, mais qui en fait était manipulé par les services alliés. Il fallait découvrir également toutes les sources d'informations et de renseignements que les Allemands possédaient et les empoisonner lentement et sûrement, verser goutte à goutte le poison dans tous les rouages des services ennemis jusqu'à remonter à l'objectif principal, Hitler lui-même. Les moyens qu'Hitler possède de se procurer des renseignements sont limités. Ils sont au nombre de 3, les vols de reconnaissance aérienne, bien sûr, l'interception de messages radio et l'espionnage. L'idée, c'est de laisser filtrer des lambeaux d'informations par ces 3 canaux. Et une fois que les Allemands les auront rassemblés, on sait très précisément qu'ils sont très intelligents, qu'ils sont capables de rassembler des données assez rapidement, eh bien, ils découvriront que FUSAG, vous allez comprendre ce que c'est la puissance et la gloire des Alliés. Pas trop facilement, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils tirent un grand orgueil de la manière dont ils auront découvert le secret, entre guillemets. Je vais revenir maintenant plus en détail sur ce que je viens de vous dire. Il faut commencer par FUSAG. FUSAG, c'est la First United States Army Group. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je viens de vous parler des 3 moyens de renseignement allemands, dont le premier est les vols de reconnaissance. L'idée diabolique, la première, est donc, pour accréditer la thèse d'une invasion par le Pas-de-Calais, de créer de toutes pièces une armée gigantesque qui serait tout simplement vue d'avion. C'est alors que sort littéralement de terre la première compagnie US, la First United States Army Group, dirigée par l'équivalent américain de Rommel pour les Allemands, le général Patton. Ce qui renforce encore, voyez, l'importance donnée à cette armée, parce que cette information aussi, ils vont la voir. Savoir que Patton dirige une armée, c'est donc que c'est l'armée la plus importante. Comment font-ils, les Alliés, puisqu'ils n'ont pas assez d'hommes et de matériel, je vous l'ai dit tout à l'heure ? Eh bien, on n'est pas à un coup de poker près. Ce sont des chars gonflables ou en bois, des casemates en toile, des traces de camions, des allées et venues incessantes de quelques 5-6 camions en pleine nuit qui font croire que finalement ce sont des milliers de transporteurs. Mais c'est pas tout. Il y a également le second moyen, qui est l'écoute des messages radio. Eh bien, les Alliés vont tout simplement jouer une incroyable et incessante pièce de théâtre, à savoir créer de toutes pièces des conversations échangées entre les unités, des messages et des lettres aux familles, des rapports qui sont émis, des commandes de munitions, des commandes d'armes, y compris l'intendance, y compris même le papier toilette. Tout est faux, mais tout est vrai. Juste revenir sur les échanges entre les troupes, je parlais de pièces de théâtre, c'est quasiment littéralement vrai, puisque les Alliés vont engager des comédiens capables de changer de voix, capables de changer d'accent, et comme ça, des centaines et des centaines d'heures d'écoute par les Allemands vont leur faire croire qu'il y a finalement des centaines et des milliers d'hommes répartis à cet endroit-là. Je disais, tout est faux, mais tout est vrai. Chaque papier en tête comporte les renseignements qu'il faut. Si vous préférez, il ne s'agit pas de mensonges. Tous ces documents sont authentiques, depuis le dernier rouleau de papier toilette jusqu'au conseil prodigué aux soldats pour qu'ils n'attrapent pas la vérole dans les bordels français. Il a été créé spécialement des guides qui tomberaient au bain des Allemands. Le tout destiné bien sûr à tomber entre les mains de l'Abwehr par le 3e canal de surveillance allemand, l'espionnage. Et c'est là qu'on va entrer dans la partie la plus diabolique, la plus incroyable et finalement la plus dangereuse du plan. Le MI5, le service de renseignement britannique, a acquis très rapidement la certitude qu'une centaine environ d'agents dormants allemands avaient infesté ces services. Alors, ils en ont arrêté environ 50 d'entre eux, les plus dangereux ont été pendus, ça a été rapide, mais le MI5 s'est arrangé pour persuader la plupart des autres qu'il était plus sage pour eux de travailler sous leur contrôle. Ils avaient donc leur code, et grâce au programme Ultra, qui avait décrypté Enigma, vous savez, ils pouvaient décrypter tout le trafic radio de l'Abwehr. Et tenez-vous bien,
Ça faisait 2 ans qu'ils avaient repéré un de leurs agents sans le contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Alliés le laissaient agir de loin, le laissaient même envoyer de véritables informations. Dans quel but? Eh bien tout simplement pour que dès que l'intoxication débuterait, les informations continuent de passer pour authentiques aux yeux des Allemands. Je ne sais pas si vous comprenez bien la portée de ce que je suis en train de vous raconter ici. Parce qu'en préparant cette émission, je vous disais au début, j'ai essayé, comme à chaque fois, de fouiller, d'aller un peu plus loin que la surface. Ce que j'y ai découvert fait froid dans le dos. Alors certes, parfois, comme c'est le cas à ce moment-là, la fin justifie les moyens et il est extrêmement facile aujourd'hui de parler, surtout longtemps après les faits. Ça me fait penser à une phrase d'un romancier anglais, Horace Walpole, qui a écrit « Aucun grand pays n'a été sauvé par des hommes bons, parce que les hommes bons ne sont pas à la hauteur pour le sauver. » Parce qu'on va maintenant entrer là où on va rarement quand on parle de fortitude. Maintenant que vous connaissez le plan global, on va aller sur le terrain. Je vais vous emmener là où ça se passait vraiment. On va traduire dans les faits ce plan tout simplement incroyable. Laissez-moi vous emmener dans la France occupée. En effet, le LCS avait une branche spéciale chargée d'opérer dans l'Europe occupée, et bien sûr en France donc, le SOE, le Special Operation Executive. Spécialement créé après Dunkerque par Churchill, il était chargé, si vous voulez, de toute la guerre secrète contre le Reich. C'est l'équivalent de l'OSS américain. Extrêmement secret, il se trouve de fait, comme souvent dans ce genre de service, en confrontation directe avec les services secrets traditionnels ainsi qu'avec le LCS. Dans la France occupée, donc, il est évidemment, vous le comprenez, extrêmement compliqué de communiquer vers l'extérieur. Bien sûr, inutile de dire, pas de portable, de radio portable, d'internet et de téléphone. Tout ça, le téléphone lui-même est contrôlé. L'Abwehr, par ailleurs, avait déployé tout un réseau de véhicules banalisés qui disposaient d'antennes afin de capter toute émission partant de France au moyen de la radiogoniométrie, la captation des ondes. Pour faire simple, dès qu'un signal était émis, le radiogonio essayait de capter sa fréquence puis de trouver l'origine du signal. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs quand on essaie de tracer un appel si vous préférez. Plus longtemps le signal est émis, plus il a de risques de se faire repérer, plus l'opérateur radio est en danger. Or, c'est quasiment le seul et unique moyen, autre que de se rendre à Londres évidemment, pour correspondre avec les Alliés. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est là que la résistance entre en jeu dans notre histoire, et je dirais même qu'elle va jouer un rôle crucial, parfois même sans le savoir. Les réseaux de résistance vont augmenter avec les années et ils vont s'organiser. Ils avaient des rôles très différents selon leur spécialité, le renseignement, l'action, l'encadrement, etc. Il facilitait en plus la mission des agents anglais envoyés sur le sol français, et l'une des missions du SOE a été de mettre en place et de former également des mouvements de résistance. Il se trouve aussi que le SOE a innové dans la guerre secrète, contrevenant par là à toutes les règles traditionnelles de la guerre. Vous me direz qu'en face, c'était pas mal non plus. Mais pour la première fois dans l'histoire, il va utiliser des femmes en opération. Et pour celles qui opéraient en France, on l'appelait la section F. Aujourd'hui, à l'heure de l'égalité à outrance, ça peut vous faire sourire, mais vous allez voir que vous n'allez pas sourire longtemps. On peut en compter 40 en tout dans les rangs du SOE, 15 sont tombés aux mains des Allemands, 3 seulement ont survécu. On va y revenir. Dans cette France occupée et dangereuse, les réseaux de résistance n'étaient évidemment pas invincibles. Il arrivait que les Allemands capturent un ou plusieurs agents, on le sait, inutile de reparler de Jean Moulin, etc. Et ils vont découvrir également une partie de réseau. Parfois même, ils vont réussir de belles prises, ils vont capturer le réseau entier. Il arrivait également que les résistants soient arrêtés, puis relâchés. Ils devenaient alors des agents doubles, ce qui était très utile, notamment dans le cas des opérateurs radio qui communiquaient avec l'Angleterre. Les Allemands pouvaient ainsi connaître de nombreux renseignements sur les autres réseaux et même pire, tromper l'ennemi en envoyant de fausses informations. La Gestapo va même réussir un très joli coup en juin 1943, un an avant le débarquement. Le réseau prospère, spécialisé dans l'action et dans le passage d'agents anglais, a été intégralement infiltré. Son chef même travaillait pour les Allemands. De nombreux opérateurs radio étaient tombés entre les mains de la Gestapo et après d'incroyables tortures avaient donné leur code de sécurité. C'est ainsi que les Allemands continuaient d'émettre à Londres en se faisant passer pour des radios anglais. Pour simplifier, chaque opérateur radio qui émet et qui reçoit débute son message par un code qui lui est propre afin de s'identifier. Et ces codes, c'est important pour la suite, et ces codes, les Allemands les connaissent. Or, Londres comprend au fur et à mesure
et va adjoindre un second code à fournir en fin de transmission. Comme ça, en cas de capture, l'agent peut fournir son premier code, qui va le soustraire à la torture, évidemment, et les alliés sauraient alors à quoi s'en tenir. Je vous donne encore une fois, je vous donne ces détails parce qu'ils sont importants à connaître pour ce qui va suivre. Fin 43, les alliés ont besoin d'activer certains réseaux de résistance en prévision de ce qui va arriver, notamment le réseau Prosper. Or, un des opérateurs radio envoyés à Prosper se fait prendre. Il s'appelle Gilbert Norman et comme il se doit, il va livrer, après torture, quand même, son code de sécurité. Le premier, bien entendu. Convaincus que les opérations s'accélèrent en vue d'un débarquement, les Allemands vont utiliser son code pour faire croire que l'agent aimait toujours, mais alors là, fait incroyable qu'on n'imagine pas à l'échelle d'une telle opération. Londres répond textuellement « Bien reçu, attention la prochaine fois de ne plus oublier votre second code de sécurité. » C'est absolument hallucinant, ils fournissent aux Allemands la clé de sécurité. Vous imaginez bien ce qui est arrivé à Norman, qui a dû fournir le second code dans les salles de torture de la rue Lauriston à Paris. Toujours est-il que voilà la Gestapo en mesure de connaître l'ensemble des transmissions émanant du SOE, mais surtout faire penser que tout est sous contrôle et que tout va bien. En gros, continuez de nous envoyer vos agents, nous gérons. Et les agents qui attiraient le moins d'attention, à l'époque, étaient les femmes. En 1943, il faut savoir, l'espérance de vie d'un opérateur radio en France est de 5 semaines. L'agent qui est envoyé à Paris est porteur, à ce moment-là, de plans de sabotage pour le Pas-de-Calais avec pour instruction des maîtres de là-bas. Cet agent, Madeleine, de son nom de code, de la section F, s'appelle Nour Inayat Khan. Elle entre en France grâce au réseau Prosper, son nom de code radio est Nurse, et quand elle arrive à Grignon pour émettre, elle trouve l'endroit infesté par la Gestapo et elle va échapper de peu à l'arrestation. Elle va se cacher à Paris et se trouve donc longtemps dans l'incapacité d'émettre. Elle finira par trouver un appartement à Neuilly et à reprendre ses émissions. Le 8 octobre, quand elle regagne son appartement, elle est arrêtée et emmenée avenue Foch pour interrogatoire. Il faut savoir que, outre le fait que l'espionnage interdit de bénéficier du statut de prisonnier de guerre, aucune convention internationale n'envisage la présence de femmes sur le théâtre des opérations. En gros, les femmes du SOE n'étaient donc protégées par aucun droit. Après 2 tentatives d'évasion, la séance de torture qui suit est épouvantable. Mais je voudrais malgré tout ne pas vous l'épargner, afin de bien comprendre, toute proportion gardée, afin de bien prendre conscience de ce qui va suivre, et de bien vous faire prendre conscience de ce que j'ai vécu en préparant cette émission. En général, ça commence par faire entendre aux prisonniers des hurlements venus d'un bureau voisin. Une sorte de première mise en situation, agréable, en faisant penser à ce qui va vous arriver. Très souvent, ce sont des enregistrements d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il y a eu ce genre de cri. Ensuite, la phase 2 pour les femmes, c'est d'être mises nues et battues au point que plus un seul endroit ne soit couvert de bleu ou de plaies. On dit qu'à ce stade, même un proche parent aurait du mal à reconnaître la personne. Ensuite, si l'agent n'a pas parlé, vient la célèbre séance de la baignoire, qui consiste à priver la personne d'air jusqu'au seuil de la mort et à la ranimer, et ça plusieurs fois. Il arrive que certains n'aillent pas plus loin et meurent. Et celles et ceux qui passent ce stade connaissent alors l'horreur absolue, si je peux dire, si tant est que les premières ne sont pas déjà horribles. L'un après l'autre, les ongles des pieds sont arrachés. On commence par les pieds. Et le sujet est tenu éveillé entre les syncopes. En général, ça ne va pas plus loin, bien sûr. Beaucoup craquent à ce moment-là. Mais alors, 48 heures se sont passées et l'agent peut délivrer son message. Pour les femmes, ça va même plus loin. L'arrachage des ongles peut être précédé, sadisme suprême, par la découpe des tétons ou leur brûlure par cigarette. J'arrête là, je suis désolé, avec toutes mes excuses, mais il fallait absolument que vous puissiez aussi entrer dans cette histoire. Parce que ce que je vais vous dire maintenant est pire. J'ai bien entendu pris exprès le sort de Madeleine pour vous dire que le SOE était pleinement conscient du fait que les Allemands avaient retourné le réseau Prosper. Souvenez-vous de ce que j'ai dit quand j'ai dit que le plan Fortitude prévoyait que les informations ne devaient pas être données toutes crues aux Allemands, mais suite à une lutte âpre. Eh bien cette lutte, c'était ça, fournir aux Allemands des informations par l'intermédiaire d'agents qu'on envoyait presque délibérément à la torture, puis à la mort. Madeleine, Nour Inayat Khan, finira dans un camp de concentration, comme beaucoup d'entre elles, selon le plan Nacht und Nebel, nuit et brouillard, qui veut dire disparition totale et complète et discrète.
Voilà aussi ce que c'est Fortitude sur le terrain. Alors dans les faits, la SOE, et on le sait aujourd'hui, et depuis peu d'ailleurs, a livré sciemment aux Allemands l'ensemble du réseau Prosper en faisant passer des informations concernant le Pas-de-Calais. Et si je reviens à ce que disait Horace Walpole, aucun grand pays n'a été sauvé par des hommes bons parce que les hommes bons ne sont pas à la hauteur pour le sauver. Le 6 juin 1944 au matin, le Führer, lui, était encore au lit, il n'était pas 6h30, ça faisait 4 heures que les parachutistes avaient sauté. 3h30 que la flotte de débarquement avait jeté l'ancre dans la baie de Seine, une demi-heure que la première vague avait atteint les plages. C'est alors qu'un membre de l'entourage d'Hitler apprend la nouvelle. Pour le Troisième Reich, la guerre vient d'entrer dans une phase décisive. Le général Alfred Jodl, le chef des opérations de l'état-major du Führer, est sorti de son sommeil pour être informé que von Rundstedt avait donné ordre aux 2 divisions de Panzer de faire route vers la Normandie. Alors, Fortitude a raté. Furieux, Jodl ordonne aux 2 divisions de faire halte. Le lieu du débarquement, le mauvais temps, comme il le dit à ses adjoints, rendait plus que probable que cette attaque en Normandie n'était qu'une simple opération de diversion. C'est le rapport qu'il va faire au Führer grâce à l'ensemble des documents envoyés par l'Abwehr et la Gestapo en France. Le Pas-de-Calais reste le site principal. À 9h17 exactement, ce mardi matin, alors qu'Hitler continue de dormir sous l'influence de son somnifère, un caporal anglais va introduire un ruban perforé dans le téléprinter du quartier général d'Eisenhower. Quelques secondes plus tard, le communiqué numéro 1 du chiffre annonçait à Londres et au monde entier la nouvelle. L'assaut contre la forteresse Europe avait commencé. Au même moment, le conseiller d'Eisenhower pour la Columbia Broadcasting System, la CBS, décroche le téléphone direct qui relie le quartier général du Chief à la BBC et ordonne que soient lancées sur les ondes les annonces du débarquement préenregistrées par Eisenhower et les leaders des nations de l'Europe occupée. Toutes ces annonces, à l'exception d'une seule, avaient été concoctées par les architectes du plan Fortitude. Chaque phrase, chaque mot prononcé par les Alliés relevait d'une ambiguïté calculée. L'annonce faite par Eisenhower lui-même, la première de toutes, parlait du débarquement en Normandie comme d'une attaque initiale. Le roi Haakon de Norvège déclarait que ce débarquement était lié à une vaste stratégie. Pour le Premier ministre belge, il s'agissait d'opérations préliminaires pour la libération de l'Europe. Churchill, s'adressant à la Chambre des communes, parle lui d'une suite de surprises et Roosevelt suggéra que les Allemands devaient s'attendre à des débarquements ailleurs. Un seul homme ne va pas se conformer aux instructions de Fortitude, l'homme dont le pays allait être le premier libéré, De Gaulle. Et oui, aucun Français vivant, pas même lui, n'était dans le secret de Fortitude. Il a négligé le texte qu'on lui avait préparé. Et oui, personne n'avait à lui dicter ce qu'il devait dire. Il a écrit sa propre allocution, le cœur, on l'imagine, empli d'émotion, et il a dit la seule chose à ne pas dire, la vérité. Et pourtant, l'opération Fortitude a réussi, au-delà de ce qu'il pouvait même espérer de plus fou, cette petite bande d'Anglais qui avait préparé tout ça dans les officines secrètes de Londres. Le 27 juillet 1944, presque 8 semaines après le débarquement en Normandie, il y avait plus d'hommes, plus de chars, plus de pièces d'artillerie amassées derrière les fortifications du mur de l'Atlantique dans le Pas-de-Calais qu'il y en avait le jour J. La meilleure armée que l'Allemagne ait possédée, avec ses rangs intacts et ses canons muets, attendait toujours un débarquement qui n'aurait jamais lieu, figé sur place par une autre armée qui, elle, n'avait jamais existé. L'état-major allemand a mis, tenez-vous bien, 2 mois avant de mettre en branle les divisions de Panzer. Paris était alors sur le point d'être libéré, la guerre était donc déjà perdue pour l'Allemagne. Alors encore une fois, il est facile de juger, surtout si longtemps après les faits, ce dont d'ailleurs je me garde bien de faire. Je dois vous dire que après avoir été profondément marqué en préparant cette émission, je ne sais pas si ça s'est entendu, que je prenais en fait pour une simple opération des services secrets, j'étais à des années-lumière d'imaginer les sacrifices incroyables, les doutes hallucinants, parce que je ne peux pas croire que les Anglais aient pu envoyer à la mort délibérément des hommes et des femmes sans être rongés par le remords, au point d'ailleurs que la quasi-totalité des archives du SOE a été détruite après la guerre et le service immédiatement démantelé. Bien sûr, j'aurais dû aussi citer d'innombrables noms, ceux de tous ces héros, de toutes ces héroïnes qui nous ont permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes, et je ne peux pas m'empêcher de déplorer l'indécence, de l'oubli, qu'il soit volontaire ou non, de l'invitation de la reine d'Angleterre lors du 65e anniversaire du débarquement en 2009.
Dire aussi que le débarquement en Europe, avec tout ce qui a suivi, a réussi grâce à Fortitude, ce serait historiquement inexact, et ce serait aussi faire une grossière injure, franchement, aux hommes qui ont ouvert les portes de l'Europe sur les plages, on ne les oublie pas, d'Omaha, de Juneau, de Sword, de Gold et d'Utah. Mais si le plan Fortitude n'avait pas existé, si ces machinations n'avaient pas réussi comme elles l'ont fait, le coût de l'entreprise, je pense, en aurait été infiniment plus élevé et le risque d'un échec avec tout ce que ça aurait impliqué, infiniment plus grand. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous interpeller même sur notre page Facebook podcast-hérodote.net. Vous y retrouverez notamment les titres des illustrations sonores des émissions. Vous avez également été très nombreuses et nombreux à me demander, et j'en profite, si j'avais déjà publié des ouvrages. C'est en effet le cas, en numérique uniquement, un roman d'aventure historique notamment, et un essai sur Vercingétorix qui va sortir prochainement. Vous pourrez retrouver ça sur Google en tapant mon nom bien sûr. À très vite.